Bonjour à tous. Aujourd'hui, on met de côté les trésors enfouis et la truelle pour s'intéresser à quelque chose de tout aussi fascinant, les idées qui se cachent derrière. On va explorer non pas les objets du passé, mais plutôt les concepts, les controverses et les contextes qui ont, petit à petit, façonné l'archéologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, l'archéologie, une science pure, c'est souvent l'image qu'on en a, n'est-ce pas? Une sorte de quête objective de la vérité, une science quasi exacte, qui déterre des faits bruts, incontestables sur ce qui s'est passé avant nous. Eh bien, en réalité, cette vision un peu idéalisée, c'est un mythe. Il faut bien comprendre que l'archéologie, c'est avant tout une pratique humaine, et donc, elle est profondément ancrée dans son époque. Elle est le produit de personnes, bien sûr, mais aussi d'institutions, de financements, et surtout des grands courants de pensée qui traversent la société à un moment donné. On pourrait se demander, mais alors pourquoi s'embêter à regarder en arrière, à étudier l'histoire de la discipline elle-même? Eh bien, ce n'est pas juste un petit exercice académique pour le plaisir. Non, c'est une véritable nécessité si on veut comprendre ce que l'on fait vraiment sur le terrain. En fait, il y a trois raisons principales à ça. D'abord, il faut bien connaître les fondations sur lesquelles tout l'édifice s'est construit. Ensuite, c'est crucial de développer une conscience critique, de comprendre les forces parfois invisibles qui influencent la recherche de l'extérieur. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, réaliser que le savoir archéologique n'est pas une simple accumulation de faits, c'est un processus de production. Cette citation de Christian Christiansen en 1981 le résume parfaitement. Qu'on le veuille ou non, l'archéologie a toujours été un instrument politique très puissant. Elle a servi à construire des récits nationaux, on pense tout de suite à nos fameux ancêtres les Gaulois, et parfois même à légitimer des régimes totalitaires. Ignorer cette dimension, franchement, c'est pratiquer une archéologie un peu naïve. D'accord. Donc, on a compris pourquoi c'est important. Maintenant, la question, c'est comment on s'y prend. Avec quels outils les historiens parviennent-ils à écrire cette histoire si complexe de la discipline? En gros, il y a deux grandes manières de voir les choses qui sont un peu les deux faces d'une même pièce. D'un côté, on a l'approche internaliste, elle s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de la discipline, l'évolution des idées, des techniques, etc. De l'autre côté, l'approche externaliste regarde comment le contexte social, politique ou idéologique a pu peser sur la pratique archéologique. Évidemment, une bonne analyse historique, c'est celle qui arrive à combiner les deux. Et pour mener cette enquête, on s'appuie sur quoi ? Eh bien, principalement sur trois types de sources. D'abord, les archives, la matière première brute, qu'elle soit personnelle ou institutionnelle. Ensuite, il y a l'histoire orale. Les entretiens permettent de faire parler des acteurs qui ont été oubliés par l'histoire officielle. Et enfin, les publications scientifiques elles-mêmes. En les lisant avec un regard critique, elles nous en disent long sur les idées de leur temps. Pour se représenter cette histoire, j'aime beaucoup cette métaphore de l'arbre. À gauche, on a la vision un peu traditionnelle, à la Darwin, un tronc commun, un progrès linéaire, bien propre. Mais c'est une vision trompeuse. La réalité, elle ressemble beaucoup plus à l'arbre de droite, un enchevêtrement complexe où les idées se croisent, fusionnent, où des anciennes théories peuvent même ressurgir bien plus tard. C'est beaucoup plus organique. Ce qui est passionnant, c'est que la manière même d'écrire cette histoire a, elle aussi, évolué avec le temps. C'est une histoire dans l'histoire, en quelque sorte. On peut la découper en 4 grands actes, un peu comme une pièce de théâtre. Voilà un peu la frise chronologique de cette évolution. On commence au XIXe siècle avec ce qu'on appelle l'âge de l'institutionnalisation. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, on a une période d'élargissement. Puis vient le grand tournant critique des années 70 et 80. Et enfin, on arrive à la période actuelle avec une véritable explosion des approches. Premier acte, donc, le 19e siècle. L'archéologie est toute jeune, elle doit se faire une place, être prise au sérieux. L'objectif est donc clair, se légitimer en tant que science. Les histoires qu'on écrit à l'époque sont très internalistes. Elles sont écrites par les archéologues eux-mêmes pour se créer une lignée de grands précurseurs et asseoir leur discipline. Deuxième acte. Après la Seconde Guerre mondiale, la discipline a gagné en maturité. Là, il y a une figure qui domine tout, c'est le Britannique Glyn Daniel. Ses livres deviennent des bibles, des références absolues. Il élargit le cadre, notamment géographique, mais son approche reste encore très centrée sur le développement des idées au sein du petit monde académique. Et puis arrivent les années 70.
Et là, c'est la rupture. C'est un peu l'onde de choc de mai 68 qui déferle sur le monde de l'archéologie. Une nouvelle génération, beaucoup plus politisée, arrive et change complètement de perspective. On ne se contente plus de l'histoire des idées, on commence à analyser par exemple comment l'archéologie a été instrumentalisée par le colonialisme ou les régimes totalitaires. Le regard se tourne enfin vers l'extérieur. Le point d'orgue de cette période, le livre qui va tout synthétiser, c'est celui-ci. Bruce Trigger en 1989. C'est une œuvre absolument monumentale. Son génie, c'est de réussir la synthèse parfaite entre l'interne et l'externe, en reliant systématiquement les théories archéologiques à leur contexte social. Aujourd'hui encore, c'est une référence incontournable. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le champ a littéralement explosé. L'approche critique est devenue la norme, mais elle s'est diversifiée à l'infini. On s'intéresse maintenant à l'histoire des pratiques de terrain, des institutions, mais aussi, et c'est passionnant, à celle des acteurs invisibles, les femmes, les amateurs, les communautés locales. Bref, on est passé d'une histoire de l'archéologie à des histoires de l'archéologie. Bon, on arrive au bout de ce parcours. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Quelle est l'idée centrale qui ressort de ce voyage dans le temps? L'idée la plus importante, la voilà. L'archéologie, ce n'est pas un miroir neutre et parfait du passé. C'est une construction sociale. C'est une narration, une histoire qu'on raconte sur le passé. Et cette histoire est inévitablement façonnée par les questions, les outils et, oui, les préjugés de l'époque qui la produit. Finalement, tout l'intérêt de cette démarche, ce n'est pas de faire un panthéon des grands archéologues. Non, le véritable enjeu, c'est de comprendre les contextes, les biais, les forces qui ont façonné notre science pour pouvoir, nous, aujourd'hui, la pratiquer et la faire avancer avec plus de conscience et de recul critique. Et ça nous amène à une toute dernière question qui est peut-être la plus vertigineuse. Maintenant que le miroir est tourné vers nous, il faut oser se demander, à notre époque, avec nos outils si perfectionnés, nos certitudes, quels sont nos propres angles morts? C'est la question qui, bien sûr, reste ouverte.